Je vous remercie d'être venus aussi nombreux, accueillir Michel Charruyer, qui vient tout juste d'arriver d'Annecy, là. Voilà, donc... Et j'avais prévu l'auditorium de Balma, mais je n'ai pas pu l'avoir, donc on est un peu serré, mais on va se tenir chaud. C'est bon. Je me présente, je m'appelle Chantal Sénédez, et je suis réflexologue ici à la Manne depuis 2006. Et c'est Michel qui est à l'origine de ma reconversion, parce que c'était un podologue. Beaucoup de personnes me demandent comment j'ai connu Michel, comment je l'ai rencontré. Et alors, oui, parce que à chaque séance, je parle de toi. Donc, les gens, ils me demandent comment vous connaissez Michel. Voilà. Alors, je l'ai rencontré à Annecy en 97. Je suis allée à un séminaire sur le développement personnel et il organisait le stage. Et puis je l'ai vu plusieurs fois et chaque fois il me disait « Quand est-ce que tu me fais venir à Toulouse ?» Et il est venu en fait en 2002-2003. Il est arrivé, donc ça fait plus de 20 ans que je connais Michel, voilà, qui est venu. Et à ce cours de ce stage, donc c'était sur le pied, ose un acte avec tes pieds, où j'ai massé des pieds, et il m'a dit que j'avais un bon toucher, pourquoi j'apprendrais pas la réflexologie, et voilà comment je me suis lancée, ça a commencé comme ça. Voilà, Michel, au cours de son travail, ne comprenait pas pourquoi il y avait des cheminots qui avaient des chaussures de sécurité, et ils avaient les orteils tout destroy comme ça, ou des femmes avec des escarpins toute la journée, voilà, et les pieds nickel. Donc lui, il a cherché à comprendre. Et puis après, il a trouvé un travail aussi, il a mis en place un travail fabuleux, que j'ai oublié là-bas chercher. Je reviens 2 minutes. Parce que c'est un travail tellement intéressant, fabuleux, parce que moi je l'appelle le magicien de l'âme. Voilà, je dis ça parce qu'en fait dans les empreintes, vous voyez ce qu'il a mis en place, les empreintes, et on voit tout dans les empreintes. Donc il y en a plusieurs là, et on voit l'inconscient des gens. On voit plein de choses. Là, il y a tout découvert, donc des freins, des peurs, des colères, tout ça on peut remonter dans la généalogie. C'est un travail fabuleux. Bon, alors là il y en a plusieurs. Hein. Je vous ai montré, vous voyez, des pieds. C'est très intéressant. Voilà, tout c'est son travail. Donc, j'en étais où? Plus de 40 ans de travail, je dis, c'est ça? Un peu plus même. 45. 45 ans, voilà. Donc, mais encore, il va encore plus loin, oui, avec le sens de la maladie. Tout le travail le sens des mots. M-A-U-X, mais aussi le sens des mots, M-O-T-S, avec l'étymologie, tout ça. Il a un travail extraordinaire, ce travail du sens de la maladie. Et dans ces séminaires, généralement, on les fait à Montgé, près de Revel, chez justement Claire et Laurent, à la Métairie Rouge, parce que Laurent est là, c'est pour ça que je le regarde. C'est des stages très riches qu'on apprend donc tout cela. Des stages, parfois, ça peut remuer les côtelettes, comme dit Michel. Mais Michel, il est dans la bienveillance, dans rondeur, douceur, chaleur, c'est son mot, et il est plein d'amour. Enfin bon, il y en a pas mal ici qui le connaissent, donc vous savez comment il travaille. Voilà, tout ça, c'est mon travail, en fait. C'est quelqu'un qui vient pour un problème quelconque en réflexologie. C'est bien de travailler sur le corps, mais il vaut mieux, il faut faire de façon holistique, aller chercher dans le cerveau, ou dans les pieds, ou dans le travail des sens de la maladie, justement. On va chercher tout ça. Voilà, ça suffira pas que la réflexologie, en fait. Ça peut aider, bien sûr, hein, mais ça ne suffira pas. Il faudra aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans la généalogie. Et c'est le thème de la conférence. Voilà tout ce que m'a appris Michel. Donc, merci. Et voilà, c'est à toi. Bien. Cher public, bonsoir et bienvenue. Je suis un peu ému de vous voir aussi nombreux. Ah, ça me touche énormément. Merci. Et la barre, Chantal a placé la barre haute, même très haute. Quelle belle présentation. Merci. Vraiment. Et que de progrès tu as fait. Waouh! Là, tu pourrais être la conférencière ce soir sans aucun problème, tu sais. Chapeau.
Donc bienvenue à toutes et à tous. Je vois que je connais pas mal de visages. Merci d'être là. Et pour les autres, bienvenue. Je voudrais d'abord, avant de vous proposer mon sujet, remercier Chantal et Gérard qui, bah oui, vous avez compris, depuis plus de 20 ans s'occupent de moi, de me faire venir sur Toulouse. Et on a cheminé ensemble et on chemine encore ensemble pour le plus grand bonheur de nous tous. Je vais vous prendre à contre-pied. Vous êtes venu apparemment écouter une conférence. Bah, c'est pas tout à fait ça. T'es prête, Flo? Flo est ma compagne, qui me supporte tous les jours et qui fait un travail remarquable dans mon ombre. Et je la remercie aussi. Là. Vas-y, ma Flo. Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme heureux. Bon, voilà, Hugo Frey, il remplirait le Stade de France, naturellement, Hugo Frey. Hein. Mais pourquoi cette chanson? Il y a une soixantaine d'années, une dame se retrouve enceinte. Son 13e enfant. Très pieuse, très croyante et très pratiquante dans sa religion. Et elle dit non, je peux pas garder cet enfant, c'est pas possible. Seulement c'est un cas de conscience pour elle. Et elle va se dire, est-ce que je fais une IVG ou pas? Mais compte tenu naturellement de sa foi religieuse, il lui faut l'aval de monsieur le curé. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Pendant que son mari est parti au travail, il n'y a personne à la maison, elle appelle un taxi. Elle monte dans le taxi, et là dans le taxi, chante Hugo Frey. Elle connaît pas. Puis, arrivée proche de la cure, elle tape sur l'épaule du taximan et elle lui dit « Monsieur, ramenez-moi chez moi. Ramenez-moi chez moi, je veux rentrer chez moi. » Ah bon? Vous voulez plus aller à la cure? Non, ramenez-moi chez moi. Je me sens pas très bien, je rentre chez moi. Elle va rentrer chez elle et elle gardera son enfant. Et comment s'appelle son enfant? Céline. C'est l'histoire de Céline Dion. C'est l'histoire de Céline Dion. Hugo Frey, bon, ils étaient amis, enfin ils sont amis, et c'est lui qui racontait cette histoire que grâce à sa chanson, quand sa mère l'entend dans le taxi, elle s'appelle Céline. Mais alors, je vais vous poser une question. On va faire de l'interactivité. Moi, j'aime bien ça. Bon, sauf quand je parle, naturellement, vous faites pas d'interactivité. Non, je plaisante. Je voudrais savoir, qui pourrait me dire quel est le sens de Céline Dion? Bon, je l'ai dit un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave. Quel est son sens de vie? On a tous un sens, à mon avis même plusieurs, hein. Mais elle a un sens de vie, cette femme. C'est lequel? Être connue. Pardon? Être connue. Pas du tout. Non, pas être connue, non.
Pardon? Chanter. Parce que plus elle va chanter, plus elle va sentir la vie. Elle partait dans, je sais pas combien de mois de grossesse, hein, l'histoire ne le dit pas, mais quand sa maman est enceinte, elle pense à la supprimer. Attention, pas de jugement. D'ailleurs, on va énormément travailler, vous allez voir dans les histoires que je vais vous raconter, aucune notion de jugement, d'accusation, de procès ou quoi que ce soit. On laisse ça à l'homme de la rue, il en est bien assez friand d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant de comprendre là, chez Céline Dion, c'est que c'est la chanson qui la sauve. Vous comprenez ce que je veux dire? La chanson la sauve. Et plus elle chante, et plus elle sent la vie. C'est très inconscient tout ça. Le choix de Céline n'était pas inconscient, puisque sa maman, naturellement, quand elle est rentrée chez elle, elle a dit « je garde la petite, et puis si c'est une fille, on l'appellera Céline ». C'est l'histoire. Mais par contre, ce que a reçu ce petit bébé, fœtus, à l'intérieur du ventre de maman, c'est « la chanson me sauve ». Bon, excusez du peu quand même, c'est une sacrée chanteuse quand même, hein. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, le sujet de ce soir, c'est les parenthèses. Donc Chantal a écrit, hein, les parenthèses, et ce que les parenthèses. Donc tout le monde a compris, naturellement, les parenthèses, et je me sers de la langue des oiseaux pour faire ce petit jeu de mots. Mais alors, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui a été tu? Qu'est-ce qui n'a pas été révélé? Alors bien sûr, nos parents, quand ils se sont rencontrés, alors quand je dis les parents, c'est aussi les ancêtres, je ne vais pas répéter à chaque fois, mais c'est aussi les ancêtres. Lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule, immédiatement, c'est comme sur l'ordinateur, eh bien c'est toute la mémoire, elle est inscrite dans nos gènes. C'est la fameuse science aujourd'hui qu'on appelle l'épigénétique, fort intéressante. Si t'arrives, Flo, à me le sortir, Genève. Pourquoi? Comment veux-tu le regarder? Ouais, je le tiendrai, le truc. Si, c'est très important. C'est très important. Les découvertes que des Suisses ont fait de l'université de Genève, c'est colossal. C'est colossal. Ils passent ça au journal de 20 heures, eux. C'est enregistré, donc je dis pas plus. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que donc quand l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent, eh bien toute la cartographie de papa, de maman et des ancêtres sur X générations, je ne sais pas combien, ça je ne suis pas capable de le dire, mais ça remonte pas mal, eh bien on va avoir tout ce transgénérationnel qui arrive là comme un flux là qui sortirait d'un barrage. Et nos ancêtres et nos parents nous ont transmis des belles choses, des excellentes choses, et celles-là on va pas y toucher, on n'est pas là pour ça. Mais il y en a des moins bonnes. Et ces moins bonnes, eh bien, vont faire partie de notre capital de vie. Et si on n'y prend pas garde, eh bien ça va jouer à l'intérieur de nous, souterrainement, comme un fantôme qui tire les ficelles. Et on va croire qu'on est possédé, on va croire qu'on est, je ne sais pas, qu'on n'a pas de chance ou quoi que ce soit. Ça n'explique pas tout, je n'explique pas tout, mais il y a quand même des choses qu'on peut expliquer et qu'on peut mettre au grand jour. Et lorsqu'il y a eh bien, cette interaction, cette jonction entre cet inconscient et ce que je vis, force est de constater quand même qu'il y a des choses surprenantes qui se passent dans la réparation, dans la restauration et voire même dans la guérison. J'ai placé des petites fiches là au mur. Si vous avez envie de les lire, vous les lirez à la fin. Mais c'est surtout celle-là que j'ai placée là. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Ben oui, ceux qui m'ont suivi, bien sûr que vous connaissez. C'est la formule biochimique de l'ocytocine. Donc c'est une onde de forme. C'est une onde de forme sur laquelle on va s'appuyer ce soir, puisque vous savez que l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour aussi. Oui, bien sûr. Donc on va essayer de voir et de travailler avec cette formule biochimique.
Et en général, dans mon cabinet, j'en ai une. Dans mon portefeuille, j'en ai une. Dans mon téléphone, j'en ai une. Voilà. Ça vient adoucir un peu mes âpretés, vous avez compris. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce que nos parents, nos ancêtres, n'ont pas révélé, n'ont pas dit, n'ont pas exprimé? Oh, c'est assez simple, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont malheureusement tues par nos ancêtres. Il y a les secrets et les non-dits. C'est totalement différent. Les secrets, c'est la volonté que l'on met pour ne pas que ça se sache, que ça se voit, que ça s'entende. Et on met une volonté farouche pour vraiment le cacher. Alors que les non-dits, je savais pas que c'était important, alors je t'ai pas dit, mais je voulais pas le cacher. Vous comprenez naturellement la différence. Alors quels sont les secrets qui peuvent être si douloureux, ou en tout cas dans des situations ou des histoires qui obligent ou qui ont poussé nos ancêtres à cacher? C'est des problèmes qui sont liés à la honte. Des problèmes qui sont liés au qu'en dira-t-on. Des problèmes premier que je mettrai parce que j'en vois énormément, en tout cas des mémoires de filles-mères. C'est-à-dire que aujourd'hui, une jeune fille qui se retrouve enceinte, alors qu'elle n'est pas mariée, des fois il n'y a même pas de père, le regard n'est plus le même qu'il y a 60 ans en arrière, vous en conviendrez. Et aujourd'hui, on les appelle comment? Ces femmes qui sont seules pour élever leurs enfants? Des mères célibataires. Mais autrefois, on les appelait les filles-mères. Vous voyez la connotation que ça pouvait avoir, avec tous les colibés qu'elles pouvaient entendre. Donc il y a les filles-mères, il y a les enfants adultérins, il y a les divorces. Divorcer avant la guerre, c'était pas très bien vu. Il y a un ancêtre, par exemple, qui s'est suicidé, et puis on a maquillé le suicide en accident. Il y a les notions de meurtre, de prison, d'hôpital psychiatrique, enfin bref, j'en passe, et des meilleurs. Et donc quand on a ce genre d'héritage aussi, qu'on a détourné, qu'on a spolié, des enfants, quand on a ce genre de mémoire dans son arbre, eh bien ça va donner sur les générations qui descendent des situations qu'ils devront résoudre. À partir de la 3e génération, tout s'amplifie. Tout s'amplifie. C'est Herzog qui marque « La faute d'amour se paye sur 7 générations ». Bernard Herzog était un professeur de médecine à Nantes, il vient de mourir malheureusement, cancérologue, et qui s'est dit « J'arrête la médecine classique traditionnelle pour me consacrer à la psychogénéalogie et surtout lui à l'étude des rêves ». Bernard Herzog, vous pouvez aller taper son nom sur Internet, il a écrit des bouquins, c'est fabuleux. Naturellement, pas connu, pas reconnu et embêté naturellement par ses pairs. Dommage. Un bel homme. Je lui rends hommage. Et donc, à partir de la 3e génération, on va se retrouver, avec des choses qui amplifient jusqu'à la 5e génération, qu'on appelle la quintessence. Là, vont arriver des maladies assez difficiles à combattre, en tout cas pour le moment. Alors, j'entends souvent certains détracteurs qui me disent « Le passé, c'est le passé, tournons-nous vers le futur et vivons le moment présent ». Si vous arrivez à vivre le moment présent, qui n'est fait que de petits pointillés, chapeau. Moi, j'y crois pas. Par contre, je sais une chose, c'est que le passé, si je l'ai pas visité et traité ce que j'ai pu traiter,
parce qu'on va pas tout traiter, je crois qu'on va mourir avec des choses encore non traitées, mais c'est pas grave. Il faut bien faire le chemin, quoi qu'il en soit. La notion de passé est une notion que si elle n'est pas traitée, comme je dis, on va répéter les choses. On va les répéter. Alors si on est sur un bon rail, il n'y a pas de souci. Si vous êtes né d'un père milliardaire, bah, normalement, en 5 générations, vous n'aurez pas mangé tout le capital et vous pourrez encore en profiter. Mais si vous avez eu des parents, des ancêtres pauvres qui ont connu la misère, la maltraitance ou des choses comme ça, il va falloir quand même se retrousser les manches pour pouvoir un peu guérir cet arbre. Et le passé, c'est important d'aller le visiter. J'en veux pour preuve. Je prends toujours cette cette image pour comparer les générations et le schéma que je vais vous faire. Imaginez voilà, je fais un immeuble avec 5 étages. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, rez-de-chaussée. Vous habitez, nous habitons au rez-de-chaussée. Il y a un jeune cadre dynamique qui vient de terminer sa journée. Il rentre chez lui. Il est fatigué, le garçon. Il a bien travaillé de toute sa journée. Il est célibataire. Et il rentre chez lui au 5e étage. Là. Et il se dit, tiens, je vais me faire couler un bon bain. Bah oui, un bon bain, pourquoi pas, hein. Et là, il fait couler son bain, il met des huiles essentielles, il prend soin de lui. Et puis il passe dans la cuisine, dans son salon, il se prend un petit bout de pain, de fromage, je ne sais pas, il allume la télé, il s'assoit sur le canapé, et il oublie. Vous voyez où je vais en venir, naturellement, je vous vois sourire. Et il oublie que dans la salle de bain, ça coule. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Alors, comme il est bien, il s'est endormi sur le canapé. Il s'est endormi, pouf. Mais l'eau, qu'est-ce qu'elle a fait? Là, je vous tourne le dos, pardon, hein. Mais l'eau, elle descend. Elle va inonder d'abord son étage à lui. Elle va descendre au 4e. Qui est pour rien, le pauvre garçon, mais il sera au moins douché, lui aussi. Au 3e, au 2e, au 1er, et nous habitons au rez-de-chaussée. Qui c'est qui va récupérer? Là, c'est vraiment le maximum, hein. Eh bien, c'est ça, les générations. 5, 4, 3, 2, 1, et ma génération à moi. Eh bien, la similitude que je fais et que vous avez compris, se retrouve que, vous devrez, à un moment donné, pomper, sortir les panoches chez nous, et pourtant vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. C'est-à-dire que nous tous, là, qui sommes là, on a tous des choses qui viennent de là-haut. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, des bonnes, des excellentes, ok, on s'en occupe pas. Mais, si, il y en a des moins bonnes, et forcément qu'il y en a des moins bonnes, il va bien falloir s'en occuper. Et pourtant, on n'y est pour rien. Maintenant, vous pouvez dire, moi, je suis inondé, je vais chez l'agent immobilier, monsieur l'agent immobilier, je vends mon appartement en l'état, et je me casse. Ben oui, il y en a. Je me souviens de ma mère, quand j'ai commencé l'arbre généalogique de la famille, je dis, maman, j'aimerais bien quand même savoir certaines choses. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Tu t'es jamais intéressé à ça? Ouais, c'est vrai. J'avais 36 ans quand je me suis intéressé. L'âge où est mort ma grand-mère maternelle, ma mère avait 4 ans à l'époque, et je l'ignorais totalement. Mais à 36 ans, j'ai eu une fulgurance là dans ma tête, j'ai dit, faut que je m'intéresse à ça. Et ma mère m'a dit, mais... Et je posais des questions quand même qui étaient un peu dérangeantes, en tout cas pour elle, à l'époque. Et je lui dis, mais maman, il faut quand même que tu m'expliques certaines choses dans la famille. Et ma mère, ça lui plaisait pas, hein, ça lui plaisait pas trop. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu viens brasser là? Vous avez compris. Je dis, maman, s'il y a dans la famille, il faut quand même bien nettoyer. Oh, elle me dit, moi, les ancêtres, c'est les ancêtres, le passé, c'est le passé. C'était mal parti.
Alors j'ai utilisé pas mal de petites métaphores, pas mal de petites, comment dire, de petites images comme ça. Mais j'ai dit, maman, si t'as marché dans le caca de chien sur le trottoir, je dis, explique-moi, est-ce que tu rentres comme ça dans ta maison, dans ta cuisine, sur les tapis du salon? Tu vas pas nettoyer? Oh, mais dis, t'as toujours des comparaisons, toi. Mais je l'ai pas lâché, la grand-mère. Ah, je l'ai pas lâché, hein. Et je la remercie, elle est encore en vie, ma mère. 92 ans, mon père, 97 ans. Ah, ouais. Ah, je les ai pressés. Ah ben, à 36 ans, moi, je voulais quitter cette planète, hein. J'étais mal comme un chien, hein. Donc, je vous dis pas comment on quitte la planète. Pas besoin de faire un dessin, hein. Et j'ai dit, maman, faut que tu m'aides. Mon père m'a dit, pose-moi toutes les questions que tu veux, je te répondrai. Oui, sauf qu'il savait rien, lui, alors. Ah, je vous jure, il m'a dit, pose-moi toutes les questions que tu veux. Et j'ai dit, oui, mais dans ta famille, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'en sais rien, moi. Voilà. Bon, c'était mon père, hein. C'est toujours mon père, c'est fantastique, fantastique. Ma mère, c'est la mémoire de la famille, elle sait beaucoup de choses. Elle a délivré pas mal de choses. Je sais qu'elle n'a pas tout délivré. Mais bon, je vais pas la tremper dans un seau et pour la faire parler, naturellement. Comme a dit Chantal, ma devise, c'est RDC. Mais RDC, c'est R au carré. Rondeur, rigueur, douceur, chaleur. Et oui, parce que si on prend les gens de front, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on provoque que c'est des gens qui vont se fermer comme des huîtres. Bah, moi le premier, hein, si on me prend de front, en général, de mon signe astrologique, je suis lion, ascendant lion, faut pas me monter sur la queue, hein. Et en plus, en médecine chinoise, je suis dragon, donc j'ai que du feu. Donc, il me faut un peu d'eau, quand même. Alors, bah, j'ai découvert beaucoup de choses dans l'espace familial. Ça a pris du temps. Je suis revenu, j'ai contourné, et j'ai quand même eu pas mal de réponses. Alors, je vais vous en donner déjà une. Donc, je viens de vous en montrer une avec Céline Dion, qui porte à l'intérieur, une injonction inconsciente de sa maman que la chanson sauve son enfant. Et que son enfant, plus il chante, et plus il est enjoué, c'est-à-dire en joie et en vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc comment... Alors, je vais vous raconter cette petite anecdote personnelle que j'ai appris il y a quelques années. Mes parents ont pratiqué la méthode Ogino. Nos cheveux blancs, vous savez ce que c'est? C'est suivant la courbe de température. Quand l'ovulation se fait, il y a la température grimpe un peu. Donc ça veut dire que s'il y a un rapport sexuel, il est fécondant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on dit, il faut sauter du train en marche. Et c'est comme ça, il faut se retirer, hein. Et mon père raconte à table. Je dis, mais comment j'ai été conçu et où j'ai été conçu? Parce que je pose ce genre de questions à table. Oh, mon père raconte la chose suivante, il dit, il y avait une envie pressante ce soir-là, et ta mère me dit, tu fais attention, je suis en pleine ovulation. Et il rajoute, il dit, j'aurais dû me retirer, mais c'était tellement bon, je suis allé jusqu'au bout. Je suis là. J'ai dit, papa, tu peux pas savoir le bien que ça me fait de savoir comment j'ai été conçu. Et oui, vous savez comment on m'appelait, petit? Le boutiste. Je ne lâchais jamais. Ah, mais c'est assez marrant quand même. Non? Ah, mais moi ça m'a délivré d'un poids. C'est pas le bouddhiste, hein, mais le boutiste. Voilà. Et on m'appelait petit le boutiste, parce que je n'arrêtais pas. J'allais jusqu'au bout. Bien sûr. Alors, j'ai jamais su le fin mot de l'histoire entre tous les deux, naturellement. J'ai une sœur aînée, et ce qui est intéressant, c'est que je sais pas si sa femme, à l'époque, était contente ou pas. J'en sais fichtrement rien. Mais enfin, en tout cas, moi, je suis là, et je suis très content d'être là, et de pouvoir au moins transmettre cela.